بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية مرحبا بالجميع في هذه المحاضرة ذات المستوى العالي. أعلن بمستوى المتدخلين، أعلن بوجودكم، وأعلن كذلك بطموح والسقف الطموح الذي وضعته. In this session I will be speaking in different languages. Feel free actually to tell me if we need actually to pinpoint special actually word. We have speakers that came specially actually from all around actually the world in order to share with you their thoughts, in order to share with you their high-level expertise. They're very humble, they're very modest people, but please listen with great interest to what they have to say, because today it's not just about tourism, today it's about respecting human dignity, it's about creating value, it's about investments that are sustainable and create actually jobs, but also value for the countries. Y podemos también hablar en español como una manera de valorizar mi gran amigo y mi gran hermano de Barcelona, una gran empresa internacional, una empresa qui crée en nuestro país, Marruecos. Gracias por eso. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui sont parmi nous, qui sont de grands investisseurs dans le secteur du tourisme au Royaume du Maroc, dans le continent africain et de par le monde. Et merci au public d'être parmi nous aujourd'hui. على بركة الله بسم الله مجرى ومرساها. Do I have your permission to speak in French first, to make the introduction in French? Are we okay with that? Okay, wonderful. Thank you very much. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un secteur très important, qui est le secteur du tourisme et de l'investissement dans le tourisme. Un investissement qu'on se veut durable, renforçant la stabilité des nations, renforçant la capacité des nations à créer des jobs, à créer des emplois très stratégiques, renforçant la capacité d'absorber justement autant d'énergie qui vient avec nos jeunes. Nous avons la chance d'être au continent africain, un continent de jeunesse, un continent de femmes, et je vois qu'elles sont plurielles parmi nous aujourd'hui. Applaudissez-vous, mesdames, ça fait plaisir d'avoir des jeunes dames parmi nous et aussi des hommes. Je vois qu'il y a aussi parmi les publics des amis de longue date, des gens de très haut niveau aussi qui sont déplacés par intérêt par rapport à ce sujet. Ceci sera la première de mes conférences au Medday cette année et je reviens avec beaucoup de plaisir chaque année ici. Et je me félicite et je félicite mon cher ami Ibrahim Fassil Ferri, président de l'Institut Amadeus, pour l'excellence continue et soutenue de cet événement. Ceci est ma première session. Demain, j'aurai une autre conférence très stratégique à laquelle je vous convie également, qui nous intéresse nous tous Marocains, à savoir le Sahara marocain, la souveraineté du Royaume du Maroc et le développement économique dans nos provinces du Sud et dans tout notre pays. Ma troisième conférence sera liée aux mines et à l'énergie, ce sera le vendredi, et le samedi sera une conférence sur les guerres hybrides. Alors deux thématiques majeures, la paix et la stabilité d'une main et le développement d'autres mains, avec une autre main, et c'est notre philosophie à nous tous Marocains. On défend notre pays, notre souveraineté d'une main, mais on bâtit aussi avec une autre main. Et c'est comme ça que j'ai envie, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous, que vous preniez ce flambeau. On ne bâtit pas uniquement pour nous-mêmes, on a bâti aussi pour vous. Et c'est un flambeau qui est continu. Il faut tous qu'on continue à la défendre, il faut tous qu'on continue à la bâtir avec beaucoup de bonne foi dans nous-mêmes, dans notre futur et sous le leadership de Sa Majesté l'Ainsro. Alors, en parlant de tourisme, on est en train de parler d'un secteur des plus stratégiques. On est en train de parler quand même de 1,4 trillion de dollars de revenus, de chiffre d'affaires. 1,4 trillion de dollars, monsieur le vice-président, d'accord. C'est un chiffre qui est incroyable. Et on parle quand même aussi de 11 trillions, 11 000 milliards de dollars de drainage économique. Donc c'est une industrie locomotive qui derrière elle, il y a de l'ingénierie, il y a du BTP, il y a des infrastructures, il y a de l'industrie du catering, de l'industrie de l'agroalimentaire, du textile. Mais avant tout, il y a des femmes et des hommes qui sont là, à votre service, qui sont là pour s'assurer que votre séjour se passe dans les meilleures conditions absolues et envers lesquelles on doit énormément de respect. Parce que le respect se doit d'être mutuel. C'est très important. Une industrie clé, les statistiques disent que ça représente une bonne partie des exports de la majorité des pays dans le monde. Je pense que les chiffres sont entre 5 et 7%, ça dépend de comment on considère cela. On parle de plusieurs centaines de millions de jobs, de créés de par le monde dans cette industrie du tourisme. On parle d'une industrie qui contribue grandement et largement à la valorisation du capital immatériel des nations. Et Dieu sait que dans ce pays et dans ce continent, on a un capital immatériel très important, très riche, qui est aujourd'hui traduit au présent, pas uniquement au passé, voire même au futur. Une industrie, certes, beaucoup vous diront que 67%, et je parle sous le contrôle des professionnels qui sont parmi nous dans ce panel, 67%, voire même un peu plus, sont liés à tout ce qui est leisure, à tout ce qui est vacances, à tout ce qui est loisirs. Cependant, c'est un segment de niche, à savoir le segment business, qui paraîtrait
crée le plus de valeur. Donc comment garder en fait cet équilibre entre une économie de masse, sans que ce soit une économie de masse, tout en étant dédié à chaque personne de manière individualisée, mais en créant de la richesse et de la valeur. Certains pays ont fait le choix d'investir essentiellement dans ce deuxième segment, business, en créant des événements qui eux-mêmes se basent sur une industrie du tourisme puissante et qui créent et qui font de ces pays-là, que ces pays-là deviennent des hubs économiques, des hubs d'investissement, développent de nouvelles activités. Je pense par exemple aux Émirats, à Dubaï, où aujourd'hui on ne part pas uniquement pour faire du tourisme ou pour faire du shopping, on part pour assister à des événements dans le domaine médical, pharmaceutique, agroalimentaire, et ça finit par développer également le rôle de cette plateforme-là en tant que hub international. La même chose, aujourd'hui, on a remarqué en fait que c'est en train d'arriver aujourd'hui au Maroc avec l'économie immatérielle, avec d'autres enjeux clés. Une industrie essentielle pour le système d'influence d'un pays. Au moment où on est en train de nous réunir en ce moment à Meddays, à Tanger, sous un beau soleil, et on est choyé, alhamdoulilah. Une autre ville marocaine connue aussi pour son soleil, Marrakech, est en train d'abriter le sommet de l'Interpol, qui est en train de devenir une belle réussite, l'un des plus beaux sommets en fait, qu'a connu en fait, l'Interpol de par son histoire. Et c'est grâce, bien sûr, à la bonne gouvernance de l'organisation de la DGSN, mais on est en train aussi de parler d'une infrastructure importante en matière de tourisme, en matière d'événementiel. Donc c'est un instrument d'influence, c'est un instrument d'attraction d'investissement, c'est un instrument locomotive pour attirer aussi des investissements qui ne sont pas uniquement liés au tourisme, mais qui drainent de l'activité économique et qui transforment les pays en des hubs. À tout ce qui est route de la soie, qui a daté de plusieurs millénaires, qui liait la Chine au reste du monde. On parlait également aussi de tout ce qui est caravansérail, qui étaient des espaces de paix, de stabilité, mais essentiellement des espaces d'accueil et de commerce. Quand vous pensez aussi aux caravanes d'or quand vous pensez aussi aux caravanes qui traversaient les dunes d'or, en allant de Fès jusqu'à Sijil el Massa au sud-est du royaume du Maroc, grande plateforme économique, en passant par les différents qsors de l'est du Maroc, en allant jusqu'à Tombouctou et en allant jusqu'à Djenné, en allant par la suite à l'est jusqu'à l'empire en fait de Kanem-Bornou, en descendant jusqu'à l'ancienne capitale nigériane qui était une jumelle de celle de Fès. C'était un ensemble de villes, de commerces qui étaient aussi connus pour ce qu'on peut appeler à l'époque des hôtels, une capacité d'accueillir, une capacité d'héberger, une capacité de prendre soin de ces personnes-là qui étaient des marchands, qui étaient des savants, qui étaient des érudits, qui étaient des hommes, des femmes et des hommes de science et aussi de commerce. Donc une industrie cruciale, essentielle pour l'humanité, un pan civilisationnel dans le passé, dans le présent, mais aussi un convoyeur dans le futur d'une meilleure culture basée sur le respect mutuel, sur l'appréciation de l'autre. Alors, une fois ce tableau en fait tendu, et vous voyez que le panel est très riche et qu'il est uni pour vous, mais aussi pour laisser un ensemble de recommandations à celles et ceux qui feront des rapports par la suite, qui sont très importants. J'ai envie qu'on inverse la tendance. Généralement, on écoute leur excellence, les ministres en premier, et c'est très important de les écouter et de les valoriser. Mais puisqu'on a en fait 3 grands patrons de groupes touristiques, de groupes hôteliers, qui investissent, qui gèrent au présent chaque jour, et si on les écoutait en premier? Et si on leur posait une question qui était essentielle, qui est qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils investissent dans un pays? Et deuxièmement aussi, qu'est-ce qui détermine pour eux le succès d'un investissement? Est-ce que c'est juste le volet financier ou est-ce que c'est au-delà? Alors, est-ce que vous me permettez de respecter l'alignement si présent? Je commencerai par mon voisin mes vecinos de Izquierda, Don González, et je poserai la question en français pour honorer la salle avec votre permission. Ça marche bien? Excellent. Donc ma question elle est très simple. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous choisissiez le Maroc comme un grand hub d'investissement? Et pourquoi choisissez-vous un pays en général? Est-ce que c'est la stabilité? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que la country branding joue un rôle? Ou est-ce que parce que vous avez un interlocuteur stratégique privilégié ou une stratégie qui a prouvé? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous choisissiez un pays bien déterminé pour investir et pour en faire un hub d'investissement? Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Don González. ¿No? Sí, perfecto.
Look, I will try to explain in English. I hope that everybody can understand me. Look, we live in Spain. Our headquarters are based in Mallorca. We started with a small business, and now we have a travel division that's quite big. It's, the turnover of the travel division is roughly 5 billion euros. The market share in Spain and Portugal is 25%. And we have grew like a hotel company during the last years, and we are running more than 66,000 rooms. Spain is receiving close to 100 million tourists, passengers, and the market is quite mature. The problem is that everybody wants to invest in Spain, and the return on investment is not as high as we want. And we believe that Morocco can be a big opportunity for us. It's a country that is growing, the economy is growing, but also the tourist sector is growing. Last year have been clear a double-digit growth. The mature markets are growing more organic growth. And this is one of the key points. Second is, in our perspective, still we don't have many financial investors, many people that are ready to invest heavily in Morocco. When we try to buy any property in Italy, in Portugal, in Spain, in Greece, in Europe, are so many players trying to buy that the yield that you can expect with investment is very low. If you go to a prime destination, the return can be 2.5% for a trophy asset. If you go to a more normal location, more normal hotel, the return can be 6%, not much more than that. In Morocco, we expect now that we can obtain clearly double-digit return. Obviously, you mentioned stability. We believe that Morocco is one of the more stable countries in the continent, and not also that. Will invest in the country more than 400 million euros. In dirhams sounds much more, is 4 million dirhams. But it's a very important amount of money. That means that we really believe in the future of the country. Now, you receive in Morocco 50 million international passengers. I remember that many years ago, the target was clearly much more lower. And I think the brand and the image of the country is very positive. And we trust a lot. We are buying now a plot of land in Fez for a new hotel with more than 300 rooms. We had bought a plot of land in Rabat for building a new hotel in Rabat, close to the railway station. We will open in a few weeks a new hotel in Casablanca that we bought, and we had renovated with more than 50 million euros of investment in the renovation. And we will invest in Rabat in the renovation, probably another close to 50 million euros only in the renovation of the hotel. We had invested also in Agadir, and not only buying the property, also renovating the property in the same in Marrakesh. And I think that we are trying to grow in the country. And Dakhla soon? Dakhla is in our radar.
We still have not signed it yet, anything. Tetuan is closer, and we expect to close very soon an agreement. And we have been working in Morocco the last 25 years, and to be honest with you, we are very happy in the country. We feel very comfortable in the country, and is one, obviously in Africa at the moment is the continent, in the continent is the country that we are investing much more money. Now we are starting a new construction also in Cabo Verde, and we will build another big property, more than 1,000 rooms in Zanzibar. If we are lucky, probably we'll close a deal also in Tunisia. And in Egypt, we are signing new contracts. That means that for us, Africa is a continent that we want to be, and in Morocco in particular is our main target at the moment. Excellent. Can we applause? Okay. So, is it you understand French when I speak, Raoul? Un poco, solo un poquito, vale. So, if I want actually to sum up, stability is a prime. That's why actually your investments in Morocco are going crescendo. So stability is the priority. Very hard actually to invest in the leisure business if there is no stability, right? To be honest, anywhere, stability is a key point for any investor. Definitely. If you, at the end of the day, it's an equation that you have in one hand the risk, in the other hand the profitability. Of course. If the risk is high, the profit must be much higher. Of course. And Morocco is quite stable. And I think that for the country, I want to say that one thing is you are using, and I think it's a good way, the football, no? The cup, the World Cup. And it's a good driver. For me, it's an excuse for trying to modernize the country. Wonderful. It's a good event, fantastic, but it's much more important than the event is how you move the country for trying to change and modernize the country. And tourists have it's not only very intensive in human resources, you have more than 200,000 people working in the industry in the country. I think also in the moment that we are living, sustainability in terms of how we trade the environment is very important. And I think if you choose any different sectors of activity, of economic activity, probably the tourist sector is one of the better industries to invest. Wonderful. Donc, stabilité du Royaume du Maroc, c'est un prime, c'est l'une des principales raisons pour laquelle on draine des investissements et on est le pays de la stabilité. Et non seulement on est le pays de la stabilité, mais le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, est aussi un pilier de stabilité pour le continent africain et dans la région. On est bien d'accord par rapport à ça, et un acteur principal de la lutte anti-extrémisme dans le monde et anti-terroriste. Deuxième des choses, il y a une visibilité et une continuité dans le dogme. Et ça aussi, c'est très important d'avoir des interlocuteurs avec lesquels on peut continuer à discuter et qui honorent leurs engagements. Il y a une stratégie qui est réelle, ça aussi c'est un point de force par rapport au Royaume du Maroc. Troisièmement, c'est cette jeunesse, c'est ces femmes et ces hommes, c'est l'investissement qui a été fait dans leur formation et qui fait d'eux des gens très performants et très compétents aussi sur le terrain. Et ça rejoint ce que vous disiez par rapport au retour sur investissement, mais également l'existence d'un écosystème. L'industrie en fait l'industrie du tourisme est une industrie qui consomme de tout, de l'énergie. On a avec nous le directeur général de Vivo qui est ici en salle, qui consomme de l'agroalimentaire, qui consomme en fait tout et qui le consomme en masse. Donc il faut qu'il y ait un écosystème qui soit là, en permanence, sans rupture. Et le Royaume du Maroc, il donne cela, mais aussi une vision. Il y a aussi une aspiration dans le futur. Il y a la Cannes qui commence dans quelques jours, la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a aussi la Coupe du Monde qu'on co-organise avec nos amis espagnols, avec nos frères espagnols et portugais aussi, dans les quelques années en fait qui sont à venir. Donc il y a aussi cela. Allez-y Raoul. No, I want to say that probably we have a big issue because when I stay in Spain, everybody say that the final will be in Madrid. When I stay here, everybody told me that the final will be here in the new stadium. But after, this is the unique product that we have, is where is the final, no? Oh, it's normal. It will be in Morocco, but we will be inviting you. So please applaud them another time.
Vecinos et hermanos. Donc, et je switch à l'autre bout de la salle et j'ai envie d'entendre monsieur le vice-président du groupe Accor qui gère non seulement l'aspect développement, mais par rapport à la région Afrique du Nord et par rapport au Maroc, mais aussi le volet Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Une région qui est vaste, qui a ses spécificités, d'accord. Chacune d'entre elles ont ses propres spécificités, mais c'est un groupe qui a toujours investi au Maroc, qui a toujours cru au Maroc et qui non seulement a cru au Maroc, qui augmente ses investissements. Donc, peut-on justement avoir justement la même question que j'ai posée tout à l'heure à Raoul, qu'est-ce qui a fait que vous ayez choisi le Maroc comme destination et qu'est-ce qui fait que chaque jour vous consolidez votre présence au Maroc et via le Maroc dans d'autres pays africains, frères? Sous vos applaudissements toujours, s'il vous plaît. Bonjour à tous, en tout cas mille merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir un peu sur votre introduction que j'ai trouvée très pertinente et ajouter juste deux éléments qui me sont en fait primordiaux dans la perception de notre industrie. La première, il faut savoir que le tourisme représente 10% du PIB mondial. Je veux dire que ça vous dit toute la force qu'a ce secteur-là. Le deuxième élément, c'est un secteur qui est très facilement prédictible, puisque lorsqu'on regarde aujourd'hui les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme sur les 50 dernières années, c'est le seul secteur dans le monde qui a été en croissance tous les ans, exception faite, bien sûr, de la période Covid, qui était une période assez particulière. Pour revenir à votre question sur pourquoi le Maroc est vraiment à une place très particulière dans le cœur de Accor. Et je vais vous raconter une anecdote véridique qui explique un petit peu la genèse en fait de la fabuleuse success story de Accor au Maroc. Elle est née en fait d'une rencontre assez exceptionnelle entre feu Sa Majesté le roi Hassan Thani et Jacques Chirac, le président de la République française. Et à cette époque-là, feu Sa Majesté avait demandé à son homologue la France est une grande puissance au niveau tourisme. Comment puis-je bénéficier des enseignements, de ce qui a fonctionné, des best practices, pour pouvoir moi aussi lancer une stratégie ambitieuse au Maroc? Et à l'époque, Jacques Chirac, avec beaucoup d'humilité, lui a répondu je ne suis pas un expert du tourisme, mais j'ai une personne, un ami, dont c'est le métier, et je vous propose de le rencontrer. Et cette personne-là, c'était feu Gérard Pélisson, le président cofondateur du groupe Accor. De là est née une rencontre fantastique au palais de Srirat. Et à partir de ce moment-là, la fabuleuse histoire d'Accor au Maroc s'est écrite. Et on est passé de 0 hôtel à une quarantaine d'hôtels aujourd'hui. Un siège opérationnel de 35 personnes à Casablanca. Et de Casablanca, on pilote aussi nos opérations sur le reste de l'Afrique. Donc souvent, et c'est ce qu'on dit dans nos métiers, c'est souvent des métiers en fait, de rencontre de personnes et tout notre métier est axé sur l'humain. Finalement, c'est une histoire d'homme. C'est complètement une histoire d'homme. Tous les développements se sont faits sur des histoires d'hommes. Magnifique. Par rapport à votre question, de dire quels sont les éléments qui sont importants pour nous pour décider une implantation dans un pays ou pas, je reviendrai sur ce qu'a dit mon homologue chez Barcelo. C'est clair que la stabilité d'un pays est primordiale puisque vous ne pouvez pas demander à un investisseur d'investir sur une destination où il n'est pas sûr de pouvoir rentabiliser son investissement avec des aléas politiques, socio-économiques. Donc ça, c'est vraiment ce qui est primordial. Le deuxième élément, c'est la question de est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'on répond à un besoin? Parce que dans l'hôtellerie, on a toute une panoplie de produits complètement différents. On a des hôtels de loisirs, on a des hôtels d'affaires, on a du 3 étoiles, du 4 étoiles, du 5 étoiles, on a du branded résidentiel, on a de l'extended stay. Et donc la première question qu'on se pose au-delà de la stabilité, c'est est-ce qu'il y a un marché? Si ce marché-là existe, comment je l'adresse? La troisième question, c'est la desserte aérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer développer un hôtel si on n'a pas des moyens de faire venir les clients. Et la desserte aérienne est un élément primordial dans l'acheminement de nos clients. Tout comme toutes les infrastructures de communication. C'est-à-dire que demain, vous décidez de faire un hôtel qui est complètement enclavé. Si nous n'avons pas les infrastructures pour faire venir les clients, l'exercice est encore plus compliqué. La question, la dernière question, c'est comment je trouve le financement? Parce que contrairement à Barcelo, qui a une double casquette et d'investisseurs et d'opérateurs hôteliers, nous, chez Accor, on a fait, juste avant le Covid,
abordé un virage assez important puisque nous étions à l'époque et opérateurs et propriétaires. Aujourd'hui, on a switché sur un modèle qui est 100% satellite et nous ne sommes plus que opérateurs ou franchiseurs d'hôtels. Donc, ce qui veut dire que pour les développements de nos hôtels, nous avons besoin d'investisseurs. Et donc, la qualité de l'investisseur, la profondeur de financement est aussi un élément clé pour que le projet puisse voir le jour. Excellent. On peut l'applaudir et il faut l'applaudir. Je suis tenté de vous provoquer positivement avant d'entendre mon très cher ami et frère, M. Mossaddeq Bali, président Mossaddeq Bali. On est sur la côte atlantique, d'accord, bon, Tanger, entre la Méditerranée et l'Atlantique. Qui dit la Méditerranée dit les croisières, d'accord, et les croisières, les bateaux de croisière qui venaient souvent sur les côtes atlantiques et sur les ports atlantiques de l'Afrique ont manqué pendant quelques années pour différentes raisons. On les voit de plus en plus. Ici à Tanger, c'est facile de les voir au port. À Casablanca, on voit le retour. Avec le nouveau port de Dakhla Atlantique au sud du Royaume du Maroc, il y a en fait un quai qui est attendu par rapport à ça aujourd'hui. Mais également, on aimerait les revoir dans d'autres pays africains frères. Et ça fait partie aussi de cette haute vision de Sa Majesté pour l'Afrique atlantique et le Sahel. Donc comment en fait peut-on voir ce mariage? Qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que c'est des hôtels sur mesure pour accueillir, parce que c'est un tourisme assez particulier, un bateau de croisière qui vient, c'est des centaines de personnes qui débarquent d'un seul moment, ils ont besoin de leur logistique, de leur transport, de leur hébergement, de leur accueil d'un seul coup. Est-ce qu'on développe, c'est la poule et l'œuf, est-ce qu'on développe en fait le tourisme de croisière d'abord et par la suite on développe les infrastructures et l'offre en fait touristique nécessaire, ou bien c'est l'inverse? Et c'est aussi un facteur de stabilisation de plusieurs pays frères sur toute la côte atlantique qui aujourd'hui disposent de ressources naturelles et culturelles tout juste en fait magnifiques. C'est une bonne question et c'est une question à la fois complexe et compliquée. Pourquoi? Parce que vous l'avez bien synthétisé, c'est la poule et l'œuf. Si vous parlez aux croisiéristes, ils vous disent on a besoin des infrastructures pour acheminer nos bateaux. Et si vous demandez au pouvoir public, ils vont dire nous on vous met les infrastructures quand vous nous mettez les bateaux. Donc à un moment donné, il faut que l'une des deux parties prenne le risque de se lancer. Et souvent on le voit, et c'est une problématique aussi similaire à l'aérien. C'est-à-dire que nous on le voit souvent sur des destinations en Afrique, on va vers les compagnies aériennes, on va vers les autorités, en disant on a des investisseurs qui veulent faire des hôtels, mais il faut nous mettre des vols parce que sans ces vols-là, on n'est pas capable de remplir les hôtels. À mon sens, le premier move doit venir de l'État. Pourquoi? Parce qu'on est dans la stratégie d'aménagement du territoire. On ne peut pas demander à un investisseur privé de prendre le risque de prendre une casquette d'aménageur du territoire. Donc systématiquement, c'est à l'État de subventionner ces infrastructures, de les mettre en place pour attirer ensuite de l'aérien ou de l'industrie des croisières. Alors, je retiens cette réponse. Je pense que le public l'a retenue aussi. Je vous en remercie. And little wink to my brother Koray over here. Since actually also there is a role that can be played by investment funds to bring new ideas to the table, to avoid that countries actually get over-debted, and in the same time bridge between the needs of the private sector and the needs of the public. We saw that in some countries. We saw that, for example, in some of the islands of Portugal, where there was a double investment in the cruisers, in cruise ships, but also in the tourism actually industry. The same investors put money here and put money here, bringing actually a new destination and a new bridge. I will be coming to you with that actually, Cora. Just keep that in mind. Not now. We want actually to hear, with your permission, actually, Dr Mossaddeq Bali, avec votre permission, qui est le président fondateur de Azala, une fierté africaine. Il est malien, il est panafricaniste, il a investi, il continue d'investir très fort dans le continent africain. Il a continué à le faire même dans les périodes d'instabilité. C'est un modèle très résilient et très important. Je pense qu'il devrait même être enseigné, sincèrement. Parce qu'il a investi dans des pays frères dont on veut que la stabilité soit une constante et dont on soutient la stabilité et la souveraineté. C'est une constante aussi de la diplomatie marocaine. Monsieur Mossaddeq Bali, Dakar.
pour ne pas leur faire de publicité. Alors quel est le secret finalement, Président Bali? Est-ce que c'est le leadership? Est-ce que c'est la foi? Je sais qu'il y a toujours des défis à trouver des financements. Ce serait peut-être en fait très intéressant aussi de nous dire comment vous arrivez à les trouver, ces financements, et comment garantir la résilience dans des zones où il faut que le tourisme, il faut que les hôtels continuent, parce que c'est des institutions, mais où ce n'est pas aussi facile que cela de gérer un hôtel au quotidien. Sous vos applaudissements, parce qu'ils méritent vraiment nos applaudissements, M. Moussa Bakbali. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tous mes remerciements à l'Institut Amadeus pour l'organisation constante de ce forum qui nous permet de nous réunir et de parler de notre cher continent et de son développement. Alors, je ne vais bien sûr pas répéter tout ce que mes prédécesseurs ont dit sur le tourisme, son importance dans l'aménagement du territoire, dans la création d'emplois, le fait que ça fait travailler toutes les industries. Donc c'est vraiment une industrie vitale dans tous les pays du monde. Et l'Afrique est vraiment très en retard. Mon ami Raoul de Barcelone a dit que son pays accueille à peu près 100 millions de touristes et de voyageurs par an. C'est à peu près la même chose aussi en France. Figurez-vous que tout le continent africain en accueille à peine 70 millions. Tout le continent africain. Donc, on a sky is the limit, quoi. On a vraiment beaucoup à faire pour développer cette formidable industrie qui va donner beaucoup d'emplois à nos jeunes, parce qu'on sait que le problème numéro un sur le continent africain, justement, c'est le fait que nous ne créons pas suffisamment d'emplois pour absorber tous les jeunes qui arrivent sur le marché. La population africaine est à 70% jeune. Ça veut dire qu'on a presque 800 millions de jeunes aujourd'hui sur le continent africain, et on en aura le double dans 25 ans. Et où sont les jobs pour les retenir sur le continent africain pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller en Europe, en Amérique, en Asie? C'est tout l'enjeu que nous avons et tout le challenge que nous avons à relever sur le continent, et le tourisme peut être justement un outil pour créer en tout cas une bonne partie de ces emplois. Alors le groupe Azalai Hotels a vu le jour il y a un peu plus de 30 ans maintenant, lorsque nous avons racheté le Grand Hôtel de Bamako, un hôtel étatique avec le gouvernement du Mali. C'est un hôtel de 77 chambres et on avait 60 collaborateurs. 30 ans après, nous sommes présents dans 10 pays ouest-africains avec un peu moins de 1500 chambres et 1000 collaborateurs en direct et 2 à 3 000 créés de façon indirecte, et on a investi un peu plus de 200 millions d'euros dans tous ces projets-là. Nous sommes, contrairement à mon frère Reda du groupe Accor, à la fois propriétaire et gestionnaire comme l'est le groupe Barcelo. Alors, c'est vrai que nous avons commencé dans une zone difficile, dans un pays difficile, post-conflit. Le Mali sortait d'une rébellion, d'un coup d'État. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vécu un autre coup d'État dans un de nos pays de présence. Et puis, à partir de là, on s'est développé dans des pays assez difficiles pour ensuite aller vers des marchés plus matures tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors oui, c'est possible. La question, qu'est-ce qui est le drive? Il faut être passionné pour être un entrepreneur sur le continent africain, et encore plus dans les zones difficiles, parce que c'est cette passion qui permet d'être résilient, de surmonter les difficultés. Nous, dans ces 30 ans, on a eu à vivre 7 coups d'État, aujourd'hui le 8e. Nous avons eu les crises sanitaires, Ebola, Covid d'ailleurs, qui a failli emporter toute notre industrie. Hein. Beaucoup de groupes hôteliers ont mis la clé sous le paillasson. Et donc, mais heureusement, aujourd'hui, on revient à des niveaux pré-pandémie. On a affronté les risques, les instabilités politiques et institutionnelles, les rébellions et tout cela. La leçon que je tire en réalité, c'est vrai que pour investir dans un pays, on regarde d'abord la demande. Est-ce qu'il y a une demande de services? Dans tous les pays du monde, il y a une demande pour les services hôteliers, sans exception, y compris sur le continent africain.
Ensuite, on regarde la faisabilité du projet. Est-ce qu'on peut trouver un terrain ou est-ce qu'on peut racheter un hôtel? Est-ce qu'il y a des entreprises compétentes pour construire? Et ensuite, on cherche le financement, ce qui est vraiment, disons, un défi énorme en Afrique pour mobiliser des financements pour financer des hôtels. Les financements ne courent pas les rues et ça coûte. Où est-ce que vous les trouvez justement, Président? Comment? Où est-ce que vous trouvez vos financements? Alors nous, chaque fois qu'on fait un projet dans un pays, on crée une SPV et on fait une joint venture avec des investisseurs locaux. Donc notre groupe, notre holding prend la majorité des parts et cette SPV, donc cette société qu'on crée et on fait une joint venture avec des investisseurs locaux, on apporte 40% en général du projet. Si on fait un projet à, disons, 40 millions d'euros, la SPV va apporter 40%. Et le reste, on va chercher chez, en général, les DFIs, tels que AFC, Proparco, Bio, la BOAD, la BIDC. On travaille aussi avec les banques commerciales, Attijari, Ecobank, Bank of Africa. C'est comme ça qu'on arrive à trouver les financements. Nous, on a aussi la particularité d'avoir dans notre tour de table 3 fonds d'investissement qui ont investi entre 2012 et 2016, ont investi dans le groupe Azalai. Mais je voudrais terminer par cela. Oui, l'industrie du tourisme est une industrie structurante qui fait travailler toutes les autres industries, qui crée de l'emploi, qui attire des investissements, qui permet aux investisseurs de venir, parce qu'un investisseur, pour qu'il vienne prospecter déjà dans votre pays, il faut bien qu'il ait un hôtel décent où dormir, manger, se réunir et tout cela. Mais il y a vraiment encore beaucoup d'obstacles à développer notre industrie. La connectivité aérienne, c'est très compliqué et c'est très cher. Le manque de financement. Moi, alors, l'appétit au risque est différent. Mon appétit pour le risque africain est infiniment plus élevé que l'appétit de Barcelone ou de Accor, qui sont des groupes européens, parce que moi, je connais mon continent, je connais mon environnement, et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'en 30 ans, on n'a jamais fermé nos hôtels. On les a fermés uniquement lorsque la pandémie Covid-19 est arrivée. Et pendant 1 an, tous nos hôtels étaient fermés, tous nos collaborateurs en chômage technique. Donc, la pandémie a été beaucoup plus destructrice de valeur chez nous que tous ces coups d'État que nous avons vécus, mais qui ne nous ont jamais empêchés de continuer nos opérations. Donc, oui, l'Afrique, la perception du risque africain, malheureusement, chez les investisseurs internationaux, est encore beaucoup plus élevée que la réalité du risque. Et Azalai On a 3 modèles d'investissement qui sont en train de se dessiner en fonction des interventions de tout un chacun. Donc on a un premier modèle qu'on pourrait appeler générique, volontariste, où on décide, suivant le leadership d'un décideur, parce qu'il croit en son pays ou il croit en fait en une zone bien déterminée, d'investir dans un hôtel. Ça réussit, c'est pas facile, et on travaille chaque jour jusqu'à le faire réussir. Ça attire un écosystème de plus en plus stable, agroalimentaire, textile, transport. Plus de touristes viennent et c'est générique. L'arbre, il est en train de croître. C'est un modèle. L'autre modèle, quand on a une vision, on a une stratégie par rapport à un pays, mais on a aussi les moyens de faire cela. Et on décide qu'une zone géographique dans le pays peut devenir un hub touristique parce qu'elle a en fait les moyens culturels mais aussi géographiques. Et là, c'est comme ce qu'on a vu par rapport à Dakhla, au Sahara marocain. Il y avait un avant NMD 2015, un après NMD 2015. Il y avait 1 ou 2 hôtels avant, ou 3. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures destinations touristiques au Maroc et même sur le continent africain, parce qu'il y avait une grande vision, c'était la vision de Sa Majesté. Il y avait les moyens qui ont été alloués et il y a eu un travail, la main dans la main, avec les différents opérateurs touristiques. Mais il y avait aussi beaucoup d'investissements
dans les connectivités. Je suis en train de voir Fatimatou, ma chère sœur, qui nous vient du Cameroun, qui est une fine connaisseuse en fait de l'Afrique centrale, qui est aussi une fine connaisseuse de tout ce qui est connexion aérienne. Et là, ce n'est pas en fait la poule et l'œuf. Aujourd'hui, on sait tous que Marrakech, elle se développe rapidement aussi parce qu'il y a des connexions en fait aériennes pratiquement vers l'ensemble en fait des origines touristiques du monde. Je laisserai en fait Koray et Fatimatou à la fin parce qu'on a envie tous en fait de les entendre sur le volet financier, mais sur le volet connectivité, qui sont très importants. Parce que parfois une connexion aérienne peut développer toute une zone géographique et développer l'industrie dans toute une zone. Et je remets la parole avec votre permission à nos chers institutionnels, puisqu'on a un ancien ministre djiboutien et on a un ancien premier ministre en fait de Malte. On a entendu سوف أتكلم بالفرنسية الصومال سوف أتكلم بالفرنسية وسوف أتحدث بعد ذلك باللغة العربية ولكم كل الحرية في الحديث باللغة العربية وسوف أقوم بعد ذلك بالترجمة جزء إن سمحتم لي من مداخلتكم القيمة لأصدقائنا في الحضور الكريم. Donc ma question elle sera pour son excellence des ministres d'État, la Somalie, un pays frère, tous les pays africains souverains sont frères, un pays aux ressources touristiques magnifiques, un pays de beauté, un pays de culture, un pays de civilisation. Finalement, est-ce que investir dans le tourisme peut concrètement améliorer l'attractivité économique, mais aussi l'influence et l'image de marque d'un pays et la rendre de plus en plus positive? وسؤالي لكم أحسن من وأعتذر من الإخوان في الترجمة وأشكرهم على العمل الجبار الذي يقومون به حفظكم الله. سؤالي لكم مباشرة في الصومال الشقيق وفي دول أخرى كيف يمكن للصناعة لأن هي صناعة لصناعة السياحة أن تساهم في نوع من الدبلوماسية الاقتصادية في بناء صورة إيجابية لبلداننا الشقيقة وفي ذات الآن في جلب استثمارات لبلداننا. كذلك بالشكر أجزله إلى الشعب المغربي الشقيق وإلى ملك المغرب المبجل جلالة الملك محمد السادس سائلا الله أن يسدد خطاه ويوفقه بما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة. وثانيا دعني أبتدر حديثي في لفتة أعتقد بأنها مهمة جدا لنذكرها في هذا المكان. الصومال والمغرب علاقاتهما كانت ممتدة. إذا كانت علاقات بعض الدول الصومال بالتحديدا إذا كانت علاقاتها بدأت مع بعض الدول عندما نلنا استغلالنا من الدول الاستعمارية في الستينات القرن الماضي فإن علاقتنا بالمغرب العربي تعود إلى عام 1331 وذلك عندما أبحر البحار المغربي محمد عبد اللواتي المعروف بابن البطوطة إلى الصومال وكانت الصومال أولى محطاته التي اكتشفها في رحلته التي استغرقت 30 عاما الماضية. ذكر ذلك في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار والأسفار المعروف بالرحلة. فعلاقتنا مع المغرب كانت تتسم بشيء من الاحترام والود ونرجو في مقبل الأيام أن تمتد هذه العلاقات إلى آفاق أرحب خاصة وأن رئيس الوزراء الصومالي حضور بيننا في هذا المنتدى. نرجو أن تتكلل جهود هذا المنتدى في توقيع اتفاقيات تعاونية ومذكرات تفاهم مع مملكة المغرب العربية الشقيقة. دعني في البداية أجاوب عن سؤالك
الصومال كغيرها من الدول الإفريقية تواجه تحدياً أمنياً من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية. هذا التحدي الماثل أمامنا قد يؤدي أحياناً إلى تباطؤ في مجالات يأتي في صدارتها الاستثمار، لكننا عازمون في مقبل الأيام أن تصبح الصومال وجهة سياحية للكثير من الدول، لأن الحكومة الصومالية الفيدرالية تخوض حالياً حرباً شرسة مع الجماعات الإرهابية التي مثلت عائقاً في تقدم الكثير من البلدان الإفريقية. وقد حققت الحكومة الصومالية الفيدرالية الكثير من النجاحات على أرض الواقع. تم دحر الإرهاب في مناطق جنوب الصومال، والشكر أجزله يعود إلى القيادة الرشيدة للصومال الشقيق متمثلا برئيسها ورئيس حكومتها الرئيس وزراء حمزة عبد برة. ولا تقتصر تلك الجهود فقط في مناطق جنوب الصومال، إنما تمتد كذلك إلى المناطق الشمالية والشمال الشرق، خاصة منطقة بنتلاند التي أفتخر بأنني أنحدر منها. حكومة بنتلاند نجحت في دحر الإرهاب المتمثل بداعش والمتمثل، وكذلك تنوي أن تخوض حربا مع جماعة الشباب الإرهابية في مرتفعات قلقلة. لماذا أركز على الإرهاب؟ ولماذا أركز على جهود حكومة الصومال في محاربتها للإرهاب؟ لأنني وكثيرون منكم يعرفون أن التقدم والتطور والازدهار لا يأتي إلا ببسط نفوذ الدولة والسلطة في أرجاء الصومال، لأن الإرهاب يعتبر هو العائق. والصومال كما تعرفون تتمتع بأطول ساحل بحري في إفريقيا. الصومال وجهة سياحية للكثير من الدول، ليست فقط على إفريقيا، إنما وجهة سياحية للعالم بأسره، بحكم ما تتمتع به من موارد وحكم ما تتمتع به من بيئة مواتية للاستثمار. لكن كل هذا يغطيه الإجرام الإرهابي الموجود حاليا في الصومال. فكل النجاحات لا تتكلل، أو هذه النجاح والمحاولات في الاستثمار في المجال السياحي لا تنتهي كما نرغبها نحن ما لم تكن هناك سلطة حكومية ولم تكن هناك نية جادة في دحر الإرهاب. لا أريد أن أطيل عليكم الكلام، أود أن أوجه رسالتي الأخيرة إلى حكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة في ضرورة التوجه إلى الصومال. أنا أستبشر كغيري من الصوماليين بزيارة رئيس الوزراء الصومالي حاليا إلى المغرب، لأنني أرى أنها هي فرصة مواتية لإعادة أو لتجديد أو لمحاولات أن يدب جسدينا روح الحياة والدولة من جديد. وقد قال الشاعر قديما يعني حدث بيننا ما يسمى أنا لا أسميه بتراخي، أنا لا أسميه بالتباعد، إنما أسميه في التراخي بالعلاقات. نود أن نمتن هذه العلاقات في سبيل أن تتطور بلداننا، وأوجه كذلك للتجار والمستثمرين العرب في كل أنحاء الدول العربية التوجه سريعا إلى الصومال، لأنني كما قلت وأسلفت الصومال هناك فرص مواتية للاستثمار. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا أخي وصديقي والسيد معالي السيد الوزير. بعد إذنكم سوف أتكلم كذلك باللغة الفرنسية حتى نضم معنا الحضور المحترم. Alors, son Excellence, en parlant du rôle important de la lutte antiterroriste et anti-extrémiste et de la sauvegarde de la vie humaine, et de la sauvegarde aussi de la dignité humaine, il nous ramène en fait à des dimensions aussi très importantes. On en parlait tout à l'heure, de la stabilité, très importante par rapport au Royaume du Maroc, qui fait en sorte... معالي الوزير فقط
Shukran. Thank you. Thank you. De cette dimension très importante de la stabilité, non seulement pour l'industrie du tourisme, mais pour toute industrie. La stabilité de la paix, de la sécurité, mais aussi de la stabilité dans la doctrine et dans la vision, et d'avoir des interlocuteurs privilégiés dans la continuité, et des garants aussi de la réalisation sur le terrain des projets. Et vous m'avez rappelé qu'il y a quelques jours, on devait être avec mon cher frère, M. Mossadegh, à Londres, pour donner une conférence ensemble, et l'Afrique était à l'honneur, et le Maroc était à l'honneur, et l'Afrique était à l'honneur. D'ailleurs, on était les premiers à intervenir, on devait être les premiers à intervenir. Et dans mon mot, je saluais justement ce rôle clé du Royaume du Maroc, sous le haut leadership de Sa Majesté l'Aïnsro, en matière de paix, en matière de sécurité. Et j'avais parlé d'une anecdote. Permettez-moi de la partager avec vous. Est-ce qu'on est d'accord? L'anecdote, elle se passait au nord du Burkina Faso, un pays frère, tout comme tous les pays africains souverains sont des pays frères, dans une région très riche d'un point de vue minier, notamment au manganèse. Le manganèse est très important pour tout ce qui est industrie électronique, téléphone, etc., mais aussi pour d'autres industries dont je ne parlerai pas ici. Et ce triangle-là, on a le Burkina ici, on a le Mali ici et le Niger, était préservé. Il y avait la paix, il y avait la stabilité à un moment où les pays frères du Mali et du Niger, qui sont très chers, on veut toujours leur stabilité, leur souveraineté et leur paix, étaient touchés par ce que vous disiez tout à l'heure, Mossadegh. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la période d'instabilité qu'on ne veut pas revoir. Et un groupe terroriste qui était conduit par un tristement célèbre terroriste, Mkhtar Belmokhtar, était venu pour kidnapper un Roumain qui s'occupait de la sécurité d'un complexe minier. Ils ont tiré dans la jambe du chauffeur, ils ont tiré dans le ventre du gendarme qui l'accompagnait. Et c'est très mesquin, parce que quand on tire dans le ventre de quelqu'un, c'est pour le voir souffrir pendant longtemps. Mais Dieu a voulu qu'il survive. Il a survécu. Et ils l'ont kidnappé, ils sont partis vers le nord. Personne ne savait où est-ce qu'il allait partir. Est-ce qu'ils étaient dans pays X ou Y, et ils faisaient de la pression sur la Roumanie, pays ami, stratégique, etc., en publiant des vidéos dans YouTube ou dans le dark web, etc. Long story short, pendant des années, personne n'était capable de recouvrir cet otage. Ils ont demandé l'aide du Maroc. Le Maroc a aidé. 5 jours après, il a été libéré et livré. Et plus intéressant encore, c'est que le Royaume du Maroc n'en a même pas parlé, aucun communiqué. Job as usual. C'était la présidence de la Roumanie, la primature de la Roumanie, le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie qui ont remercié leurs homologues et le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté. Ça, c'est le Maroc pour vous. C'est au quotidien une lutte pour la sécurité, pour la stabilité au Maroc, dans la région, avec nos alliés du Nord, dans notre continent africain et ailleurs. Et on le d'autres pays africains, mais également dans d'autres domaines tels que l'énergie, votre domaine, mais aussi le domaine de l'agriculture, la santé, etc. Mais on ne peut pas développer nos pays s'il n'y a pas la paix et la sécurité. Et on se doit d'être fiers, tous ensemble, en tant que Marocains par rapport à ça. À présent, je me tourne vers son Excellence, ancien ministre, Premier ministre de Malte, Malte, l'île, Malte, le hub financier, Malte, le pays du présent et du futur, mais aussi le pays à la riche histoire, country with great history, et où il y a des ponts civilisationnels réels. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de mots en arabe qu'on retrouve toujours dans... Oui. D'ailleurs, kif enta, ça veut toujours dire comment allez-vous en maltais, n'est-ce pas, Excellence? كيف انت؟ So, do you prefer in English or in French, the question? English is better. English is wonderful. I was thinking the same. So, my question will be, we were talking about continental, actually, countries. What about insular countries? How can we actually develop tourism in a country like Malta so successfully? But how can we focus also on business tourism? Because that's something very interesting. Malta is one of the leading, actually, financial hubs in the Mediterranean today, right? It's not just draining actually investment or attracting investment just for itself, but also for other countries in the region. And I'm sure that we need a specific type of tourism.
How have you succeeded to build that, Your Excellency? Under your applauses, please, ladies and gentlemen. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Thank you. So first of all, it's a great honor to be once again here in Tangier. And really and truly, I take a leaf out of my own experience in your city. I've been coming here for the past 3 years, and every year I see great progress, you know, both in the infrastructure and also in the way things are being brought together. So something right is being done. So let me say a couple of things which I took from the friends that already spoke. First of all, why do I believe tourism is important? For me, tourism is the fastest way to get economic growth to the people. There exists no other, in my opinion, economic sector that can bring the most of every euro and every dollar invested and coming into the country directly to the people. In all other sectors, be it financial services, be it infrastructure, be it energy, most of the profits remain bottled up somewhere in the middle. In tourism, most of the money goes directly to the people. So I think it's a great tool for not only economic growth, but for social enhancement. So for me, this is the most important element of tourism. Secondly, I do believe that in most cases, at least most of the people I hear talking, it didn't happen here today, there is a lot of emphasis on quality. But people seem to mistake quality for luxury, which are two totally different things. You can have a very low quality 7-star hotel not mistaking it for luxury, but giving people the value for money, what they would expect for what they're paying, and a little bit more, I dare say. The third point is where Europe is failing. Where Europe is failing and where I believe countries like Morocco still have and will now have an even bigger competitive edge is the fantastic human resource. So in quite a number of European countries, I'll take my own country as an example. So my country is the smallest in the European Union. We're only 500,000 people. And we started off in about a decade ago, we were hosting about 1 million people a year. Nowadays, we host 4 million people a year, so 8 times our population. It's extremely, we are at full employment. It's extremely difficult to find anyone to work, and which is a great problem to have. But we are in a situation where we cannot offer our visitors our real product any longer, because Maltese people are too expensive to employ in the hospitality sector, and thank God for the people who come from abroad to work in our sector. But it means that our product is morphing, is becoming different. And on the other hand, countries like Morocco, when you come here, you have the genuine offer of the genuine place. My last point is on the cruise liner industry, which you mentioned. I don't see cruise liner industry as a competitor to land-based tourism. Again, from the experience of my country, so we host around 2 million other tourists a year from
from cruise liners, which we don't count with the tourist arrivals because they don't stay the night. And if you look at the numbers, they're not a very interesting component of the tourism industry. They leave around per capita in a day 150 euros, which is nothing, really and truly. What is interesting is that around half the people who come with a cruise come back in the next 2 years for a full week. So the cruise liner industry, in my opinion, the real advantage and where it needs to be cultivated, it's the best advertisement that a country can have for its own tourism product, because you can see a little bit of the country in just a few hours, and you need to make the best of the impression possible, because it's the best way to get back those people for a full 3, 4, 10 days back in your country. And that's real value added on. It's like sampling, getting a taste of the country to return back. I would say it's direct marketing. So it's direct marketing. It's getting people to sample part of your product for some days. So that's why I'm a huge fan of the industry, with all the problems that it has. But I see that most ports of call treat the industry as some sort of third wheeler, when it should be seen as the most direct form of advertising you can get. So get those people to give them the best treatment possible, to give them the best show possible, because they will be your future clients. They'll be your best clients for the future. Thank you. Grazie, that's how we say thank you, like in Italian. Grazie. Avant de rebondir sur le volet du cruise et d'écouter nos deux derniers intervenants et de faire un point de chute commun, I have a question actually. You have been coming to Morocco at least actually for the past 3 years, if not more. How do you find actually Morocco? I mean, you have been to Rabat, you have been to Marrakesh, to Tangier. We hope to host you soon actually in Laayoune or in Smara. But what's so special about Morocco as a client, as a tourist? Number one thing I would say, safety. Thank you. I think that's the number one thing you can experience, especially when I come with my family, with my kids. The number one priority is safety. And you would want your family to experience different cultures outside of Europe, outside of the United States, outside of the Gulf. And you try to choose those countries where you think that they would be safe. The gentleman was saying the point of connectivity. Connectivity is, at the end of the day, I believe that it's more important than the price point, connectivity, because at the end of the day, you make a decision based on the fact that most of the people are super busy in their lifetime. So if to go to a place, you just need to go on a plane and spend 2, 3, 4, 5, 6 hours on that plane, it's definite. Once you need the maxim I learned as Prime Minister is, once there are seats, they will be filled. At the end of the day, if you do it right, once there are seats, they will be filled. Unfortunately, Europe's rules are a bit self-destructive, as in many things, but I believe most of the countries around this table over here are not European, and I would urge them, focus on connectivity. That's Wonderful. The name of the game. Wonderful. Your applauses, please, at another time. Thank you. Merci. And you are sitting next to Mrs. Connectivity. And she has a big smile. She's my sister, Mrs. Fatimata. Et cette fois-ci, on n'a pas respecté les femmes d'abord pour une raison très simple. C'est qu'elle n'a pas besoin de cela. Elle est déjà excellente avec ou sans cela. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît.
Alors, Fatimata, qui est ma sœur, est camerounaise, grand expert de toute l'Afrique centrale, y compris du Gabon et d'autres pays frères, directrice de Fly Gabon, Fly Cameroun. Donc, je l'interpellerai sur ce point-là, celui de la connectivité aérienne, et ne peut que renforcer les dires en fait, de nos amis, et y rajouter et les rehausser. Mais j'ai envie aussi de l'interpeller sur un deuxième point, sa deuxième casquette. C'est Madame Sociale aussi. D'accord? C'est Madame Sociale. Et le volet humain est très important dans cette industrie du tourisme. C'est la culture, c'est les valeurs qui font en sorte que les gens reviennent. C'est la chaleur de l'accueil. Comme le disait le Premier ministre tout à l'heure, il a tout à fait raison. Et comme ça a été dit par nos chers amis, en fait, tous nos acolytes et tous nos experts, c'est le volet humain. Ce n'est pas l'investissement qui a été fait dans les infrastructures uniquement, c'est le volet humain. C'est cette relation qu'on entretient avec peut-être une dame qui nous a fait l'honneur de faire le ménage dans une... C'est la... Dit tout le monde, je vais essayer de résumer en 3-4 minutes ce que j'ai à dire. Mais déjà, je souhaiterais remercier toute l'équipe MEDES pour l'effort qu'ils fournissent parce que là, on passe de la parole à l'action. Chaque année, les MEDES, c'est en fait un regroupement culturel, c'est la promotion du tourisme multiforme. Ça ne se dit pas, mais évidemment, c'est ça. Donc moi, je suis Fadimatou Nuchemo, passionnée du développement du secteur aérien en Afrique. Fondatrice aussi d'une association panafricaine qui œuvre à orienter la jeunesse africaine dans les 3 secteurs. Je ne parlerai pas que de l'hôtellerie et du tourisme, parce que moi j'associe les 3, l'aéronautique, l'hôtellerie et le tourisme. Parce que pour que ça fonctionne, il faut bien que vous puissiez atterrir dans un pays. Et le moyen de transport, c'est en fait l'aéronautique qui est le plus rapide. It's okay? Thank you. Et donc, moi, j'essaye au maximum de contribuer en vulgarisant auprès des jeunes, les futures générations, parce qu'en Afrique, on a 5 régions. Et les 5 régions africaines, on voit l'Afrique du Nord à travers le Maroc, qui est un modèle exemplaire dans son développement de tourisme, et les multiformes de tourisme. Aujourd'hui, on a de plus en plus ceux de l'Afrique subsaharienne francophone qui viennent au Maroc pour la santé. Donc, il y a le tourisme médical. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la tendance où tout le monde veut aller en Inde, mais non, le Maroc est en train de soutenir l'Afrique dans ce développement-là. Et quand on voit ce qui se passe au Maroc, l'Afrique de l'Est avec le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud avec les pays Botswana, l'Afrique du Sud, Angola. Moi, je viens de l'Afrique centrale où on a 6 pays avec toutes les richesses, mais pour lesquels le tourisme n'est pas encore développé. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire? C'est que passionné d'Afrique, j'y crois, mais je pense qu'on doit sortir des modèles existants où on pense que c'est l'État. Pourquoi je le dis? En toute humilité, j'ai eu à discuter avec certains de mes gouvernements parce que déjà le système éducatif ne correspond pas aux besoins du développement de nos pays. Ça fait qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent au Maroc, par exemple, étudier dans le tourisme, l'aéronautique, mais ils ne peuvent pas rentrer au pays et intégrer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des modèles construits avec des plans sur 3, 4, 5 ans qui donnent une vision vers une croissance. Donc moi aujourd'hui, mes recherches sur le terrain m'ont amené à interpeller les corps diplomatiques parce que dans nos pays, heureusement, on a les représentations diplomatiques, mais sauf que quand j'ai essayé d'écouter les discussions qui se passent, ce n'est jamais dans les secteurs qui peuvent faciliter la création d'emplois des jeunes. Et comme moi je fais dans le social où mon souci c'est de contribuer à réduire l'immigration des jeunes vers l'Europe alors que nous avons toutes les richesses mais qui doivent trouver une forme de développement, j'essaye au maximum à travers ma plateforme d'amener les différents interlocuteurs pour qu'ils partagent déjà pour le savoir-faire des différents métiers. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous pensez à un aéroport, on a au moins 1500 métiers sur ces plateformes-là. Donc, comme je résume, je dis, mon industrie à moi n'est pas une industrie comme les autres. Mon industrie, qui est l'aéronautique, est une industrie de support aux autres industries. Parce que peu importe ce que vous voulez faire dans un pays, peu importe le business que vous devez aller faire, il faut que la compagnie aérienne puisse vous ramener et qu'après, vous puissiez avoir l'hôtel qui va vous accueillir. Maintenant, on a en Afrique un véritable problème. C'est qu'on a la difficulté de mobilité à travers les visas. Donc l'Europe peut réussir, Malte peut réussir, mais rien que Malte peut réussir avec son tourisme parce qu'il y a 27 pays qui, avec un visa, peuvent se déplacer facilement et que le marché unique du transport aérien européen
marche alors que nous sommes encore en train d'essayer d'amener les pays africains à adhérer au marché unique du transport aérien africain. Donc pour que ces industries qui sont en fait des grosses industries de développement économique pour la création d'emplois pour la jeunesse que vous êtes et que je suis, il faut pouvoir amener le secteur privé, parce que contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, oui, les États doivent pouvoir prendre les décisions, mais les États ne sont pas experts du domaine. Donc nous qui sommes les experts de nos différentes industries, devrons accentuer les conversations avec des cas pratiques, parce qu'un ministre, un gouvernement, ça change tout le temps. Donc celui qui est nommé ministre des Transports, ministre du Tourisme, n'a aucune notion sur le rôle réel du tourisme. Donc il n'a pas le réflexe de se rapprocher du ministre de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et même des corps diplomatiques pour dire si le tourisme réussit chez vous, comment est-ce qu'on peut renforcer ce lien diplomatique pour pouvoir nous amener à développer notre secteur. Dans les 54 pays d'Afrique, c'est des sources riches qui peuvent avoir un boom économique avec sa jeunesse. Mais aujourd'hui, ma question est de dire et de vous interpeller, ne parlons pas qu'ici, restons en contact et voyons ce qu'on peut faire, même en petits groupes, pour essayer de mettre nos industries ensemble en face du public. Merci. Vous comprenez maintenant pourquoi on n'a pas besoin de lui donner la parole au départ. On est bien d'accord par rapport à ça. Encore une fois, on applaudit ma sœur. Et je lui dois bien ça aussi, parce que j'ai eu l'honneur d'être à 2 fois l'année dernière dans son pays. On n'a pas pu se voir. Mais on s'est promis d'avoir une réunion juste après. Et d'ailleurs, c'est l'objectif aussi de ces sessions-là. Je parle aux jeunes et aux moins jeunes. Dans un monde qui change, on a besoin de passer de la vision à l'action. Et pour ça, vous aurez besoin de réseaux. Les réseaux sont là aussi. Merci beaucoup Fatimata. En présidant une délégation au Cameroun, beaucoup de gens étaient briefés dans ma délégation avant de partir sur le potentiel, sur l'importance agricole et l'artisanat, etc. C'est quand ils ont goûté le café local, le chocolat local, le riz local, le gingembre local, qu'ils ont compris l'importance de venir dans ce beau pays et d'importer des luttes, comme en fait les autres pays africains sont porteurs de potentiel et tous nos amis de par le monde. Alors je fais le pont vers quelqu'un que je trouve toujours du plaisir à écouter, et c'était volontaire de le laisser à la fin. C'est le fonds d'investissement. C'est président Erdemli, qui est président du holding Erdemli, très reconnu en matière financière, très reconnu pour être proche justement des zones d'investissement, ce qui est en fait un plus. Je vais parler en français et puis je vais lui traduire en anglais. On a vu ce dialogue, je ne le qualifierais pas de manichéen, mais c'est un dialogue très important, très sain. Est-ce que ça doit être les gouvernements qui s'endettent et qui mettent de l'argent d'abord? Est-ce que ça doit être l'investissement privé? Doit-on partir d'une approche délibérée et grandir, ou voir grand et par la suite meubler avec des projets qui sont concrets? Comment bâtir les écosystèmes qui réussissent? Parce que c'est aussi le grand débat. Comment convaincre les jeunes d'intégrer par exemple une filière touristique? Parce qu'il faut les convaincre pour qu'ils fassent cette formation, pour qu'ils fassent cette carrière, c'est une carrière de vie. Et comment les fonds d'investissement peuvent quelque part ramener des projets visionnaires, facilement finançables, avec des off-takers bien clairs, avec une certaine transparence. Do you need me to translate or are you okay? So the global idea, we listen actually to the private sector. We listen to people that are so brilliantly actually doing their job in Morocco, but also in Africa. And they have ambitious actually ways, and of course they care. Actually part, or in Somalia or in other parts actually of our beautiful continent. How should they proceed? Where should they actually find the funding? How to convince the public sector but also the private sector? And your applause because it's a very hard question. Thank you, my brother Lagidi. Thank you for the introduction and for the interesting explanations from the participants. I won't begin with the questions. How can Africa's attractiveness be increased?
The answer is certainly long because the continent offers many possibilities. However, if we delve deeper into this panel topic, investment in tourism and hospitality, we find that it is, among other things, a catalyst for economic growth. Tourism and hospitality investments are a factor that accelerates or boosts economic growth. These factors also contribute to increasing production, employment, and the overall prosperity of an economy. The African continent boasts some of the world's most diverse and fascinating tourism resources. Investments in tourism and hospitality act as a catalyst for economic progress, but only if certain conditions are met. I would like to explain if the tourism sector can be a key sector, starting with the importance of tourism for Africa's economy. In short, in 3 points. First, contribution to gross domestic product. That's the 10% that you mentioned earlier, 10% dont vous avez parlé avant. Okay. Reda. Second, employment. There are prerequisites for successful investment in the tourism and hospitality industry. These include political stability and security, infrastructure quality, clear regulator frameworks, sustainable and environment protection, local integration and social acceptance, opportunities through investment in tourism and hospitality. Let me mention the following 4 points. First, development of new market segments. Africa has the potential to position itself more strongly in areas such as ecotourism, luxury and boutique hotels, MICE, medical and wellness tourism, digital nomads and long-term stay. Second, regional integration. Thirdly, technology and innovation opportunities. Fourth, public-private partnership. This was only definitive short. I can address the risk and challenge in the following 5 points. First, dependence on global business cycles. Second, the environmental and resource impact. Third, unequal dispersion of profits. Fourth, price fluctuation and market uncertainties in the hospitality sector. Fifth, infrastructures and capacity gaps. For us investors, the success factors for sustainable and profitable investment are important. This included sustainable tourism strategies, sustainable constructions, resource efficiency technologies, natural conservation projects. Another index is maximizing local value creation. This means investment should strengthen local supply chains, foods, crafts, service, and personnel from the region. The next point is strengthening education and qualification. Here, high-quality tourism training ensures better service quality and increases competitiveness. The last 2 points are undefined: risk hedging and diversification, cooperation with governments and development organizations. In conclusion, I can add the following. Tourism and hospitality can undoubtedly act as a powerful catalyst for economic growth in Africa, provided that investments are strategic, sustainable, and clearly focused on local development. The sector offers above average growth opportunities, creates jobs, and strengthens the international standing of African countries. However, these opportunities will only translate into long-term prosperity if risks such as over-dependence, environment, pollution, and social inequality and activity management,
smart investments, strong governance, sustainable strategies, and local involvement, Africa can harness the tourism sector as a transformative force and contribute to inclusive resilience and future-oriented growth. The last one. At middays panels, it has become obligatory to end my remarks with a quote of my own. In that spirit, the African continent needs to change not just one page, but an entire book. Africa needs to enter a path of redefining itself. Thank you for your attention. Alors, une excellente synthèse, et connaissant la qualité de ces synthèses, c'était l'une des raisons aussi pour laquelle on a laissé Corée pour la fin, parce que ça nous a permis d'avoir une sorte de fil conducteur des différents débats. Alors vous avez vu que les points ne divergeaient pas, mais que quand on parle en fait d'une industrie si stratégique, si importante, si vitale pour la création d'emplois, mais si vitale pour les pays tout court, il y a différents angles, il y a différents types d'enjeux. Plus mais en même temps de la tolérance. Capacité d'accueillir l'autre, la capacité de bâtir des ponts civilisationnels avec l'autre, c'est très important. Troisièmement, c'est l'humain, par l'humain, pour l'humain. C'est une industrie de perception. C'est une industrie de perception. Donc, c'est l'humain, servir l'humain, par l'humain, pour créer de meilleures conditions de prospérité, de bien-être et de vie pour l'humain. Et là, derrière, c'est de la formation, derrière, c'est de la culture, derrière, c'est du service, derrière, c'est de l'industrie, c'est de la qualité. Mais avant tout, cette vocation à trouver du plaisir à servir l'autre et que l'autre revienne parce que justement, ça contribue au développement de toute une nation. Et derrière, c'est comme vous avez dit, 1 milliard génère 11 milliards. Derrière, c'est l'agroalimentaire, c'est les infrastructures, derrière, c'est l'énergie, c'est le textile, c'est la formation, c'est un ensemble d'industries, mais c'est avant tout un système d'influence du pays. Parce que quand les gens ils viennent, qu'ils apprécient la qualité de votre industrie touristique, ils aiment aussi votre pays. Certains vont revenir pour investir dans d'autres domaines, ce que le Premier ministre disait tout à l'heure. Certains vont devenir des amis de votre pays, ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Certains vont tout simplement importer des produits agroalimentaires, textiles ou culturels de votre pays, de la musique ou autres. Je ne parlerai pas de son excellence famille, monsieur le ministre des Affaires étrangères, honorable en fait de Comores, qui porte un fez marocain, parce que lui, il est aussi marocain. D'accord? Et vous y verrez aussi toute la puissance d'un modèle des pays en fait, qui arrivent à attirer les touristes. Et derrière, ils ont eu l'amabilité de ne pas relever le défi, mais Koraï l'a eu tout à l'heure en parlant de développer des niches qui sont à forte valeur ajoutée, aussi bien les niches culturelles que les niches business, etc. Et j'y trouve aussi de la noblesse de leur part, d'accord, de nos chers grands patrons en fait, d'industrie touristique, parce que ça veut dire que pour eux, tout touriste est important, tout client est important et il faut bien le servir, peu importe en fait combien il paye. Alors un mot de la fin, et c'est à vous que revient la conclusion. On commence peut-être en fait par Sereda. C'est difficile de synthétiser tout ce qui a été dit tellement il y a eu de la matière, mais si je devais terminer sur un mot de la fin, pour moi le tourisme c'est l'une des rares, si ce n'est pas la seule industrie, qui a la capacité à partager et à redistribuer la valeur créée. Et ça, je crois que c'est un point qui est assez important à souligner et qui est aussi, et je rejoins l'intervention de son Excellence le Premier ministre de Malte, c'est que c'est aussi une industrie qui permet de développer à vitesse grand V un pays, de par justement son repartage de la valeur créée. Excellent point, très noble. Moussa Dakbali, président. Non, merci. Je pense que Reda a tout résumé. Hein. C'est une industrie à laquelle on doit donner une priorité absolue dans la création de ces millions d'emplois dont on a besoin pour notre jeunesse. Et je pense que l'Afrique doit mieux se vendre. Malheureusement, nous, les Africains, on ne maîtrise pas notre narratif. Les grands médias internationaux
ne sont pas des médias africains et ces médias font souvent du sensationnel sur ce qui ne fonctionne pas en Afrique et très peu est dit sur ce qui fonctionne en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en Afrique. Absolument. Moi, j'ai le privilège de l'âge, ça fait 40 ans que je suis entrepreneur et je peux vous dire que l'Afrique s'est énormément transformée sur le plan économique. Le fait même qu'un Africain soit là dans cette industrie à côté des mastodontes comme Accor, comme Barcelo, est la preuve que l'Afrique est en train de changer. C'est pour cela que j'appelle à un changement de paradigme et qu'on maîtrise notre narratif pour que finalement on voit l'Afrique comme un continent d'opportunités, un continent du possible, au lieu de voir simplement comme un continent en risque. Croire en soi, narratif positif. Fatima Tonochemo. J'ai juste une recommandation pour tout le monde. Le tourisme, c'est vous. C'est d'où vous venez, c'est votre culture, c'est votre village, c'est votre langue, c'est votre nourriture. Donc chaque fois que vous avez la possibilité d'être dans un environnement où il y a des gens qui ne viennent pas de chez vous, soyez l'ambassadeur de votre culture. Parce qu'en fait, ça sera une autre forme de tourisme, d'attractivité. Ça donnera l'envie à l'autre de mieux vous connaître et de connaître cette culture-là. Et c'est ce qui nous manque, nous, en Afrique francophone subsaharienne. Dans le même pays, on trouve des différentes ethnies. Moi, j'en ai 250 dans mon pays, mais on trouve encore des gens qui ne se connaissent pas. Et moi, à travers mes activités, je leur dis, ça commence avec vous. Donc, le seul mot que je peux vous laisser, soyez des ambassadeurs de votre culture. Nous sommes les ambassadeurs de nos pays respectifs, absolument. Parlons positivement de nos pays respectifs, mais aussi de nos régions et aussi de notre continent, absolument. Sachant que quand on critique son pays devant l'étranger, on ne fait pas de bien pour son pays, on détruit l'image de son pays. Merci Fatima Tonochimo, c'est pour ça que vous êtes ma sœur et que je vous adore. Joseph Muscat. I just want to say that this is an unprecedented part in history where there have never been so many people on the move and with accessibility to means of transport. So it's obvious that there will be more intercultural interpollution in a positive way, and I believe tourism is one of the best ways also to grow a country not only economically but also socially and democratically. Thank you. Wonderful. They want to applaud you. You see, that's the impact you have in the public. Connectivity is about speed. Speed is very important. Very often when you want to travel, you will actually choose short trip and short flight, right? And I admire your Speed Master Swatch Omega. Very important to pay attention to details, right? معالي الوزير تفضلوا بدأ إذنكم. أود أن أختم بالقول بأن السياحة تعتبر العمود الفقري لاقتصاديات كل الدول. فالسياحة لم تعد حاليا مشروعا للترفيه فقط، إنما هناك الكثير من المعاني التي تحمل السياحة ما بين المغرب العربي والمشرق العربي، وقد حان الوقت لمد هذه الجسور. وشكرا. جميل جدا، جميل جميل جدا. شكرا جزيلا معالي الوزير وشكرا لحضوركم ولتشريفكم لنا. Honorable, por favor. I am absolutely agree with him. Okay, so let's also No. Was a joke, was a joke. Now, I think that we live in a world that is quite complicated. We have wars, we have discussions. I think tourism is open space. I think this is kindness, is all the countries, all the people that travel. I think that can understand much more the other countries, the other people. I think it's very positive for the world. And at the end of the day, the tourist sector is the industry of the happiness. And I want that you see the tourism in this way, is how we can do a better world between all of us. L'industrie du bonheur. Dans un monde qui a besoin de bonheur, dans un monde où
beaucoup de gens cherchent une raison d'être. Soyons la raison. Travaillons ensemble la main dans la main. Parce que le tourisme, ce n'est pas juste une industrie pour gagner de l'argent. C'est une industrie qui est très lourde. C'est une industrie qui nécessite la mobilisation des pouvoirs publics avec une vision qui est réelle, qui est stable, qui nécessite aussi la mobilisation des grands acteurs, mais aussi des petits et des très petits et des très petits acteurs économiques. Moussa Dakbali, je ne peux rien vous refuser. Allez-y. Oui, désolé, hein. Nous les Africains, prenons plus souvent nos vacances sur le continent africain. C'est un message en fait des plus puissants. D'ailleurs, l'année dernière, la question que j'avais posée pour clôturer et qui avait même inspiré Madame Hind, grande avocate ici présente, j'avais demandé à leur Excellence, les ministres des pays du Sahel, quel était leur plat favori. Et l'idée n'était pas d'avoir une curiosité culinaire. Parle très peu de langues purement africaines. Intéressons-nous à notre continent, parce qu'ici au Maroc, et là je parle au public avec votre permission, nous sommes le portail de l'Afrique. Nous nous voulons à la disposition de notre continent africain comme étant une locomotive. Et une locomotive avant tout, elle est dans l'écoute, elle est dans le respect, elle est dans la valorisation de l'autre. Vous avez remarqué que tout à l'heure, j'essayais de parler avec chacun d'entre eux en quelques mots de leur langue locale. C'est très important, c'est fondamental, c'est une marque de respect civilisationnel. Quand on donne le respect, on reçoit le respect. Petite anecdote, son Excellence président de Gambie est parmi nous aujourd'hui. La dernière fois que j'étais en Gambie, c'était pendant le sommet de l'OIC, très réussi, un sommet magnifique, et d'ailleurs le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté, y a contribué, et c'est un devoir. Petite anecdote très personnelle, on a reçu une délégation dans notre hôtel d'anciennes étudiantes. C'est des étudiantes d'Yali. Ils ont fait leur propre business, ils ont ramené de l'artisanat local, etc. Je suis venu, j'ai pris la photo, j'ai acheté le Shibara Kamnendo, mais je suis parti. En sortant, j'ai croisé des Marocains qui étaient là pour d'autres raisons que je ne nommerai pas, très officielles. Je leur ai dit, s'il vous plaît, si vous avez un petit moment, faites un petit saut. C'est des dames qui sont vraiment très solidaires avec leur communauté. Vous savez quelle était ma joie quand je suis revenu, quand les dames étaient là, avec les larmes aux yeux. Ils m'ont dit, les Marocains sont passés, ils ont tout acheté. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce que ceux qui sont partis ne sont pas des gens qui sont riches, mais ils sont riches de cœur. Et ça, c'est très fondamental. Donc, quand vous êtes dans un pays frère, ne pensez pas à demander combien le taxi coûte. Si vous avez les moyens, laissez un bon pourboire. Quand vous recevez une dame qui fait le ménage, soyez très respectueux. Pensez à laisser un pourboire. Parce que derrière, c'est toute une famille qui est là. Elle ne demandera rien parce qu'elle aura de la fierté. Mais si vous pouvez le faire, achetez. Quand vous êtes dans le marché du coin et allez dans le petit marché, achetez des produits d'artisanat, achetez des produits de l'agriculture. Parce que vous ne contribuez pas uniquement à la richesse de la personne, mais c'est toute la famille, peut-être tout un village qui est derrière, qui en bénéficiera, ou au moins, il aura un modèle de quelqu'un qui a réussi. Construisons des modèles de réussite africaine, la main dans la main, avec nos amis, avec nos alliés du Nord, mais pour le bien-être aussi de notre population africaine. C'était un honneur, un plaisir d'être des vôtres. Une annonce officielle, il y a la cérémonie qui commence dans peu de temps dans une salle qui porte le nom d'une ville qui m'est très chère, qui est Laayoune, grande capitale et grande ville du Sahara marocain. Merci beaucoup.